Les expositions universelles sont des lieux où les industriels viennent présenter leurs nouvelles inventions. C'est un lieu de promotion pour eux qui espèrent pouvoir vendre leurs produits. C'est aussi une manifestation qui permet aux différents États représentés de montrer leur puissance. Si au départ les expositions sont donc destinées à un public spécifique, composé surtout d'industriels et d'un public connaisseur en recherche de nouveautés, un nouveau public va venir visiter les expositions universelles. Bienvenue sur Sourcier. Aujourd'hui, on va évoquer le nouveau public qui s'invite dans les expositions universelles et qui va avoir un fort impact sur celles-ci en les transformant totalement. Les expositions universelles accueillent un nouveau public. L'exposition universelle de 1889 fait venir 32 millions de visiteurs. C'est un record pour l'époque. On peut noter une augmentation continue de la fréquentation des expositions universelles jusqu'en 1900. Ainsi, si on se concentre sur les expositions parisiennes, on comptabilise 5 millions de visiteurs en 1855. En 1867, on en dénombre entre 11 et 15 millions. En 1878, 16 millions environ. Et en 1889, 32 millions pour atteindre près de 50 millions à l'exposition universelle de 1900. Le nombre de visiteurs a doublé entre les expositions de 1878 et celles de 1889, ce qui est considérable. Comment alors expliquer ce changement d'affluence ? Ces chiffres tendent à prouver l'importance de plus en plus prégnante des masses. Conçues jusque-là pour les élites, les expositions prennent de plus en plus en compte la participation d'une foule hétérogène qui comprend différents types de publics, du badaud à l'industriel, en passant par l'homme politique. On doit aussi noter l'augmentation constante du cadre spatial de ces expositions qui prennent de plus en plus de place dans Paris. L'exposition universelle de 1878 couvre le champ de Mars, la colline de Chaillot et dispose d'annexes agricoles au quai d'Orsay et à l'esplanade des Invalides pour une surface totale de 75 hectares. L'exposition universelle de 1889 s'étend sur 96 hectares avec le champ de Mars, l'esplanade des Invalides, la colline de Chaillot, les rives droite et gauche de la Seine. Enfin, l'exposition universelle de 1900 utilise encore plus d'espace, environ 120 hectares, avec la cour La Reine, l'esplanade des Invalides, la colline de Chaillot, le champ de Mars, les rives droite et gauche de la Seine, ainsi que de nombreuses annexes dont la principale est au bois de Vincennes. Cette emprise spatiale des expositions universelles sur Paris est la preuve que les expositions sont de plus en plus importantes et donc ont besoin de plus en plus de place. De ce fait, elles accueillent de plus en plus de public. On voit ici apparaître clairement un lien entre les expositions universelles et l'augmentation de la consommation qui se diversifie et s'ouvre à toute la population. La figure du spectateur acheteur. On voit qu'un nouveau public vient assister à l'exposition universelle de 1880. Ce nouveau public va prendre de plus en plus d'importance, de pouvoir, d'influence dans l'exposition. Si Walter Benjamin voit dans l'exposition de 1867 l'amorce de l'industrie du spectacle, on peut avancer l'idée que 1889 est l'exposition qui marque la prise de pouvoir de la foule dans les expositions universelles. Alors qu'en 1867, on comptabilise jusqu'à 15 millions de visiteurs et en 1878, 16 millions, ce chiffre reste ici à peu près stable. En 1889, on l'a dit, on retient le nombre de 32 millions d'entrées, soit un quasi doublement du nombre de visiteurs. On peut donc dire qu'il y a un véritable changement d'échelle. La dimension du spectacle devient donc de plus en plus prédominante et s'impose en 1889, entraînant dans son sillage l'exposition de 1900. Ici, l'aspect distrayant surpasse les volontés pédagogiques. Il apparaît alors un nouvel acteur qui devient important et qui se place au centre des expositions universelles. C'est le spectateur acheteur. Pour contenter cette nouvelle figure, les expositions universelles se transforment en véritable lunapark, sorte de parc d'attractions, en offrant au public plaisir et divertissement. On peut dire que cette évolution des objectifs des expositions atteste de la prise d'importance des masses qui deviennent alors des acteurs principaux de ce type d'événement. Comme l'écrit Dominique Califia, si la fonction éducative demeure, la dynamique principale réside de plus en plus dans l'association du loisir et de la consommation. Le sociologue Maurice Roche consacre un chapitre au rapport entre les expositions universelles et la consommation dans son ouvrage sur les méga-événements et la modernité, dans lequel il fait le lien entre le développement des expositions et la montée d'une culture consumériste. On voit ici apparaître clairement un lien entre les expositions universelles et l'augmentation de la
la consommation qui se diversifie et s'ouvre à toute la population. On assiste donc à la naissance des grands événements qui accueillent des millions de spectateurs où se mêlent divertissement, consommation de masse. Cette consommation de masse est très intéressante à noter. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies la vidéo, tu peux donc mettre un j'aime à celle-ci et éventuellement t'abonner pour ne plus louper d'autres épisodes de Sourcier. L'exposition s'adapte au nouveau public. L'exposition de 1889 vise un public de masse. La manifestation se transforme et s'efforce alors de mettre en avant une certaine vulgarisation avec une mise en scène nouvelle que Héloïsa Barbuy qualifie d'expositionnelle. Les expositions changent donc de prisme et intègrent alors des attractions qui ne sont plus uniquement destinées à cet aspect expositionnaire mais assimilent un côté plus récréatif. Le processus s'inscrit dans le temps. L'exposition universelle de 1867 initie une première mutation. Il s'agit pour Walter Benjamin de la naissance de l'industrie du spectacle. L'exposition de 1889 marque une rupture où les attractions et le côté récréatif prennent ici le pas sur l'aspect industrialo-économique. Un des indicateurs qui peut appuyer cette idée est la place grandissante des lieux de consommation sur le site des différentes expositions. En effet, ces lieux sont établis pour pouvoir accueillir un public de masse. Dans le rapport de l'exposition de 1867, on peut déjà voir émerger ces considérations. Ce n'est qu'en 1889 que les différents services comme les restaurants, les bars et les cafés-concerts occupent une place importante au cœur de l'exposition, au travers des allées et des palais. En 1878, 39 établissements de consommation ont été installés. En 1889, c'est 86 lieux de consommation qui sont mis en place, en plus de 37 comptoirs de dégustation de produits étrangers. L'exposition de 1889 intègre dans son organisation même l'idée que le grand public participe. Ce public devient alors un acteur en soi qui influence l'exposition en elle-même. Un côté plus festif apparaît donc pour contenter ce nouveau public. Florence Pinault écrit à ce propos: la multiplication des restaurants et des théâtres, des hôtels temporaires et des fêtes nocturnes trace de nouvelles voies d'expérimentation. On ne cesse d'innover pour organiser l'espace et l'accueil en fonction des impératifs sans cesse croissants de la consommation. Cette importance donnée à ce nouveau public est donc très importante car elle modifie en profondeur la tenue d'une exposition universelle. Ce n'est plus seulement un événement où sont présentées toutes les nouveautés du monde, c'est un événement qui devient une fête, avec des lieux réservés à la consommation, des lieux de distraction. L'exemple du théâtrophone. L'exposition universelle de 1889 s'adapte à un nouveau public, un public de masse. Pour ce faire, elle crée des activités mêlant divertissement et nouveauté. Ainsi, l'exposition universelle ne s'adresse plus spécifiquement aux industriels et met en avant tous les aspects les plus ludiques qui vont pouvoir intéresser le public dans la présentation des nouvelles inventions. Par exemple, le théâtrophone de Clément Ader et son concurrent américain le phonographe d'Edison sont des innovations techniques certes, mais ce sont des machines industrielles qui mêlent plaisir, loisir et distraction. Ici, les appareils ne sont pas seulement là en tant qu'objet d'exposition, ils sont aussi là comme une attraction pour le public. À l'intérieur du pavillon des téléphones, le public peut, pour 1 franc, écouter pendant 10 minutes des musiques dont le son sort des téléphones. Cette innovation est nommée les auditions téléphonées. On voit par exemple que le public est intégré à l'exposition, qui n'est plus seulement un lieu où sont présentées des innovations. Ici, le pavillon de téléphone entremêle parfaitement ces deux dimensions, en étant à la fois un objet d'exposition, témoignage du progrès, et un divertissement attrayant pour les visiteurs. Le nombre de visiteurs retenus pour l'exposition universelle de 1889 est de 32 millions, ce qui constitue un record pour l'époque. Malgré le fait que les monarchies ont boycotté l'événement, c'est un réel succès. Ce nombre élevé de visiteurs n'est pas anodin. Le grand public vient parcourir les expositions universelles. Les masses se sont emparées de l'exposition et ont façonné son caractère attractif. Les expositions universelles se sont donc transformées avec l'arrivée de ce nouveau public. La vidéo est maintenant terminée. Tu peux aimer cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux t'abonner pour ne plus louper de contenu. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. À plus tard.